Je vous propose qu'on reprenne et qu'on commence cette dernière session du cycle de conférences de 2S de cette année, puisqu'on se retrouvera ensemble au mois de septembre-octobre, ça reste à fixer. Il y en a encore au moins... Oui, mon Dieu, j'ai oublié. Oh. Mais tu devrais venir parler à ma place, comme ça je dirai moins de bêtises. Donc aujourd'hui, alors ce cycle de conférences, il est construit sur une alternance avec une personne qui appartient au consortium et une personne qui vient de l'extérieur. Et aujourd'hui, en fait, Isabelle Moretti remplit les deux conditions. Alors pourquoi? Parce que Isabelle Moretti, elle est associée quand même un tout petit peu à E2S, puisque depuis le mois de janvier, c'est ça, elle est professeure associée parmi nous. Et on a le plaisir de la voir régulièrement. Et puis, Isabelle vient, non pas d'un autre horizon, mais pour faire une longue histoire pour la faire très très courte. Isabelle Moretti est géologue de formation. Elle a travaillé pendant pas mal de temps à l'IFP, qui était déjà énergie nouvelle voilà, elle a connu les deux, IFP et IFPEN, avant de partir chez Engie, où elle a été directrice des technologies, c'est ça, chez Engie? Voilà, directrice des technologies et ensuite directrice scientifique, avant de nous rejoindre. Voilà. Et entre-temps, la bonne nouvelle, c'est qu'elle a été élue à l'Académie des technologies, et ça s'est arrivé à peu près en même temps que ton association avec nous. Donc, écoute, on a le plaisir de t'accueillir, on va t'écouter, nous parler d'hydrogène natif, donc l'énergie du futur, peut-être. Voilà, merci Gilles. J'en profite puisque j'ai le micro, donc vous avez compris de cette introduction que j'ai un background à la fois académique, recherche et industriel. Gilles a oublié de dire que j'ai aussi passé 4 ans chez Total et grosso modo 8 ans dans les bâtiments de Total pour différents projets. Voilà, j'ai passé du temps dans l'industrie et du temps dans le monde académique, et je viens aussi ici pour ça, essayer d'améliorer ce lien et de faire que les étudiants qui sortent d'ici se positionnent aussi facilement dans le monde industriel. Et dans ce cadre-là, j'organise une école d'été fin août, dont vous avez peut-être vu des annonces. Et donc, c'est avec un certain nombre de professeurs d'ici, donc Xavier qui est là, et puis aussi justement le monde industriel et les decision makers. Et ce qui est, enfin, cette école d'été, c'est qui décide quoi dans le nouveau mix énergétique, et pour montrer que ce monde où voilà, un X-Corps des mines disait on met une centrale nucléaire là et vous n'avez plus qu'à tirer des fils, c'est complètement fini, et qu'il y a énormément de parties prenantes dans toute décision. Donc les premiers jours, on rappellera à tout le monde qu'est-ce que c'est le nouveau mix énergétique au niveau des technologies, et ensuite on verra comment on monte un projet et comment les gens adhèrent au projet ou au contraire s'y opposent. Donc c'est pas du tout réservé aux scientifiques, hein, et j'espère qu'il y aura des gens de tous les horizons et que justement on pourra faire des groupes et faire des case studies autour de toutes les facettes de ce nouveau mix. Alors maintenant je vais vous parler de l'hydrogène. Vous avez certainement remarqué que le monde de l'énergie est en train de changer. Enfin, ça fait quand même un petit moment. Les gens sont habitués à dire que la révolution, c'est le 4D, avec le digital, le décentralisé et le décarboné. Je pense que la rupture la plus énorme, c'est le décentralisé. Surtout pour un pays comme la France, par exemple, où on avait une vue très centralisée de l'énergie. Évidemment, il y a des pays où il n'y a pas encore de réseau électrique, où le réseau électrique ne couvre pas tout. Donc le décentralisé arrive naturellement, de la même façon que pour le téléphone. Il y a des endroits où ils sont passés au portable sans être jamais passés par le téléphone fixe. La même révolution est en train de se passer sur l'énergie. Ce qui se passe aussi, c'est qu'on a beaucoup de nouvelles sources d'énergie.
Bon, avant, évidemment, on avait tout ce qui était hydrocarbures et le nucléaire. Et avec ça, bon, on faisait des fuels et on faisait de l'électricité. Maintenant, on peut aussi donc, mettre des panneaux solaires, avoir des éoliennes et profiter de l'énergie des vagues, profiter de l'énergie des courants, profiter de la biomasse plus qu'on ne faisait avant, puisqu'évidemment, on s'est brûlé du bois depuis très longtemps, et à voir comment on mélange tout ça. Les gens, évidemment, mettent un prix autour de la qualité de l'air et du CO2 qu'ils n'émettent ou qu'ils n'émettent pas. Donc ça rentre en compte dans l'équation. Et au niveau technologique, une des grandes évolutions de ces derniers temps, ces résumés-là, c'est que maintenant on a le réseau électrique et le réseau gaz qui sont liés via la possibilité de changer l'électricité en gaz et le gaz en électricité. Bon, ça, on savait faire depuis longtemps. Donc on peut faire du gaz de synthèse, on peut aussi faire de l'hydrogène. L'hydrogène, on peut s'en servir directement comme fuel. Vous n'êtes pas sans savoir que ce qui va limiter actuellement le nouveau mix énergétique au niveau de passer à plus de renouvelables, c'est le fait qu'en gros, on ne sait avancer qu'avec un moteur à combustion actuellement. Donc, on peut faire des biofuels, on peut avancer à l'hydrogène aussi. Donc, c'est ce que vous allez faire à Pau avec le bus. Mais il y a de plus en plus d'innovation dans ce domaine-là. Et puis le digital qui permet d'optimiser. Actuellement, on est avec des réseaux, en particulier le réseau électrique, qui sont complètement surdimensionnés pour passer le pic de 7 heures du soir. Donc si on peut avoir une meilleure connaissance de la consommation, pas pour espionner les gens, mais pour éviter de surdimensionner le réseau, on va faire beaucoup d'économies. L'hydrogène dans cela, donc je viens de le dire, l'intérêt c'est que ça permet de passer de l'électricité au gaz. Bon, évidemment, on sait faire des batteries. Le problème, c'est que les batteries, ça stocke très très peu d'énergie actuellement. Si vous regardez au niveau de la France, vous avez à peu près 3 mois de stockage d'énergie dans les stockages de gaz, quelques jours dans tous les barrages et quelques secondes dans toutes les batteries. Donc on n'est pas du tout à l'échelle. On passe son temps à nous parler d'Elon Musk et du lithium-ion, mais c'est vraiment epsilon. Et la meilleure façon actuellement de stocker l'électricité sur le long terme, si vous voulez stocker de l'électricité sur plus de quelques jours, il faut la transformer en gaz. Et donc, c'est via des électrolyseurs. Alors, évidemment, actuellement, l'efficacité d'un électrolyseur et d'une pile à combustible, c'est pas parfait. J'espère que certains d'entre vous travaillent à améliorer ça. Mais par contre, ensuite, au niveau du stockage, on sait très bien stocker l'hydrogène. Et bon, pour ce qui est de transporter les choses, on sait transporter l'électricité et on sait transporter les gaz. L'hydrogène, donc, c'est en fait une source d'énergie qui a été pas mal utilisée au XIXe siècle. Là, vous voyez un extrait d'un texte de Jules Verne qui montre que déjà à cette époque, ils avaient bien en tête que l'hydrogène avait un fort potentiel. Ensuite, on a trouvé des masses d'hydrocarbures qui n'étaient pas chères du tout, donc on est passé aux hydrocarbures. Aujourd'hui, on revient à l'hydrogène, puisque quand on brûle l'hydrogène, on ne fait pas de CO2, on fait de l'eau, quoi. Et il commence à y avoir une mobilité hydrogène non négligeable, avec un peu les avantages de la voiture à essence et de la voiture électrique, c'est-à-dire qu'elle ne pollue pas et elle se remplit en quelques minutes et elle a une autonomie comparable à ce à quoi on est habitué actuellement. Et donc les propriétés de l'hydrogène, je pense que beaucoup d'entre vous les connaissent, c'est quelque chose de très très présent dans l'univers, un peu moins dans l'atmosphère terrestre, enfin nettement moins dans l'atmosphère terrestre en fait, puisqu'on est à 0,5 ppm, mais qui a l'intérêt de l'hydrogène, c'est que c'est un très fort pouvoir calorifique. Donc vous voyez là, c'est supérieur à toutes les autres sources qu'on emploie actuellement, avec l'astuce que là, on parle en kilos. Hein. Si vous mettez ça en mètres cubes, c'est évidemment autre chose. Bon, voilà, donc c'est pas par hasard si on fait décoller les lanceurs, que ce soit Ariane, là c'est le lanceur américain, avec de l'hydrogène et de l'oxygène de fait.
L'hydrogène, il est sans odeur, sans goût, sans couleur et non toxique. Et il a un grand pouvoir calorifique. Alors le fait qu'il soit comme ça, sans rien, ici vous voyez un endroit qui de fait est aux Philippines. Et ce que vous voyez ici, c'est que quand on approche ces brindilles, ça s'enflamme. En fait, là, vous avez un suintement d'hydrogène naturel qui s'enflamme en sortant. Mais comme la flamme est incolore, on ne voit rien. Et si vous approchez une brindille, vous allez la voir s'enflammer. Mais la flamme, elle existe, même si vous ne la voyez pas, la flamme d'hydrogène. Actuellement, donc, les gens songent de plus en plus à utiliser l'hydrogène pas seulement dans la chimie, comme qui était la grande utilisation jusqu'à présent, mais il faut voir que pour l'instant l'hydrogène est massivement produit à partir du méthane, hein, tout ce qu'on a, le vapocracking. Donc on prend le CH4 et on sépare le C et le H, hein, on fait du CO2. Donc ça a un coût, ce qui n'est pas très cher non plus, puisqu'il faut déjà extraire le méthane du sous-sol et ensuite le séparer avec de l'énergie. Il y a aussi de l'hydrogène fatal dans un certain nombre d'activités industrielles, dont le nucléaire, de fait. Et la production donc d'hydrogène, je vous disais actuellement, c'est essentiellement le vapocraquage. Historiquement, on en faisait en même temps qu'on faisait du gaz de ville, puisque quand vous chauffez du charbon, vous faites à la fois du méthane et de l'hydrogène. Et le gaz de ville qui était dans les tuyaux il y a 100 ans en France, c'était un mélange hydrogène-méthane. C'est encore le cas dans certains pays au monde, même si vous n'avez pas ça en tête. Par exemple, Singapour utilise encore le gaz de ville, importe du charbon, vu qu'ils n'ont aucune source d'énergie, et fait du gaz de ville. Après, il y a des procédés qui sont connus d'un point de vue théorique, mais dont la rentabilité n'est pas encore parfaite. C'est les procédés de torche plasma. Donc on part du méthane comme pour le vapocraquage, mais on monte beaucoup plus haut en température. Bon, pas trop, pour un plasma, on est un peu plus de 1000 degrés. Et là, on va pouvoir séparer l'hydrogène du carbone. Donc, sans faire de CO2, puisqu'on ne met pas d'oxygène en présence. Là, c'est en train de démarrer. Il y a la première usine qui est en train d'être faite aux États-Unis pour faire de l'hydrogène de cette façon. Et une des torches plasma sur lesquelles sont faits les essais, est à Sophia Antipolis, dans les bâtiments d'Armine, en fait, de l'école des mines. Et l'usine, la première usine grandeur nature qui va faire ça, elle est en train d'être construite aux États-Unis. Et l'économie du système vient du fait qu'on vend à la fois l'hydrogène et le carbone, en tant que noir de carbone pour l'industrie. Après, on peut faire de l'hydrolyse, hein, c'est ce qui est fait actuellement avec ce qu'on appelle l'hydrogène vert. On prend de l'électricité, qui doit être verte, avec de l'eau et on sépare l'H2 et l'USO. Mais comme je vous disais tout à l'heure, au mieux, on va avoir une efficacité de 50%. Si ensuite on revient à l'électricité avec une fuel cell qui fait aussi 50%, ça fait du 25%. Donc il faut travailler aussi sur ces procédés pour les améliorer. Alors, s'il y a de l'hydrogène naturel, il sera avec un meilleur impact environnemental que la plupart de ces procédés, et puis il sera moins cher, puisque on va le produire à peu près au même coût que le méthane, voire moins. Je vais vous expliquer pourquoi après. Et puis on évite toute la suite. Alors l'hydrogène naturel, je vous ai montré qu'il y en avait qui s'échappaient à certains endroits de la nature, mais donc c'est quelque chose qui en fait est connu depuis assez longtemps, mais les gens sous-estimaient complètement la possibilité de faire une économie de l'hydrogène naturel et la possibilité d'en trouver en de grandes quantités. Ce qui traînait dans les idées, c'est que l'hydrogène est une molécule très très petite et que donc elle allait passer à travers toutes les roches et qu'il n'y aurait pas dans un système pétrolier. Il y a une source de pétrole, donc qui va générer le pétrole, qui va bouger, puis qui va s'arrêter quand il trouve une couverture. Et si la roche qui est sous la couverture, qu'on appelle un réservoir, a une bonne porosité, là, on a un bon gisement pétrolier. Et donc, il faut une couverture et
un réservoir en dessous. Alors, si on n'a pas de couverture, évidemment, il y a juste des échappements en surface. Donc, le fait qu'on ait des échappements d'hydrogène ne permettait pas aux gens de se faire une idée vraiment de est-ce qu'il y a quelque chose qui va faire des accumulations d'hydrogène dans le sous-sol. Un certain nombre de collègues de l'IFP, dont Éric Deville et Alain Prinzhofer, ont alerté sur le fait qu'il se passait quelque chose depuis longtemps, et en particulier au Mali, dont je vais reparler. Il se trouve qu'au Mali, les gens, en cherchant de l'eau, ils sont tombés sur une accumulation d'hydrogène. Donc, ils ont vu qu'il n'y avait pas d'eau, ils ont refermé le puits. Quelques jours après, le bouchon de ciment qu'ils avaient mis a sauté. Des gens sont venus, ont fait des analyses, ils ont vu que c'était de l'hydrogène et ils ont compris ce que ça voulait dire. Donc là, vous avez monsieur Diallo, qui est un personnage assez haut en couleur. Bon, là, il était candidat aux élections présidentielles au Mali, et c'est aussi une des plus grandes fortunes du pays. Mais en tout cas, il a compris ce qui se passait, il a fait évoluer la loi, parce qu'il y a aussi ça comme problème, c'est que dans beaucoup de pays, il n'y a pas de loi pour produire les hydrocarbures, et il a lancé la production. Alors cet hydrogène est brûlé actuellement, juste dans une turbine à gaz, en fait, et fait l'électricité d'un village. Donc là, vous le voyez. Vous voyez le village. Donc c'est quelque chose de modeste, mais qui a complètement changé la donne, au sens qu'on a compris qu'il pouvait y avoir des accumulations, qu'il pouvait y avoir une couverture. Alors les gens sont retournés à voir les données, et ils se sont rendus compte que il y a quand même pas mal d'endroits au monde où on a soit directement de l'hydrogène, soit ce qu'on appelle du méthane abiotique, c'est-à-dire du méthane qui est fabriqué avec de l'hydrogène venant de la roche elle-même. Là, vous voyez une carte mondiale et vous voyez un certain nombre de points où on a vu des émanations de l'hydrogène. Et sachant que les deux... là, vous ne voyez pas le dernier, mais il y en a en Russie, il y en a aux États-Unis, et donc il y en a au Mali qui n'est pas sur cette liste, et il y en a en Oman. Et là, je parle à terre. En mer, on sait très bien qu'il y a de l'hydrogène qui sort de toutes les rives médio-océaniques. Et ça, c'est quelque chose qui est connu depuis longtemps, et en particulier par les travaux de l'IFREMER, qui ont échantillonné un certain nombre de ces émanations d'hydrogène sur la ride médio-atlantique. Il y en a aussi sur la ride médio-pacifique. Donc ce que vous avez ici en violet, enfin en rose, c'est directement les sources d'hydrogène qui sont connues. Donc là, vous avez celle du Mali. Et en vert, le méthane abiotique, donc l'hydrogène réagit immédiatement en trouvant du C au passage et fait du méthane. Et la signature isotopique permet de savoir que ça vient de cette source d'hydrogène et que c'est ni du méthane biogénique ni du méthane thermique. Donc vous voyez que la carte du monde se couvre quand même de points, et sachant que il n'a pas été cherché systématiquement pour l'instant, et puis qu'on ne le voit pas et qu'on ne le sent pas quand il sort. Un des endroits où c'est connu aussi depuis très longtemps à terre, c'est ici au niveau de la Turquie. On est dans un endroit qui s'appelle Chimère. Et vous voyez cette flamme qui sort de la Terre. Alors ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que l'hydrogène, quand il brûlait, on ne le voyait pas. Ici, il y a un mélange en fait de méthane et d'hydrogène qui sort, et c'est pour ça qu'on voit la flamme. Et vous avez là encore une carte de ces émanations qui sont connues à terre. Il y en a en Nouvelle-Calédonie et il y en a en Oman, et la liste n'arrête pas de s'allonger. Bon, pour les scientifiques dans la salle, ici vous avez les signatures isotopiques des différents types de méthane, selon qui vient. C'est un méthane thermique qui vient du pétrole et du charbon, un méthane biogénique, là, très négatif, en moins 50, et puis celui qui vient du sous-sol et des calcaires et qui va se retrouver autour de 0. Donc on n'a pas de doute sur l'existence de méthane abiotique. Alors qu'est-ce qu'on sait au niveau des rides médio-océaniques? Et puis après on va venir au niveau de la Terre. Au niveau des rides médio-océaniques, c'est ça qu'on observe. On a ce qu'on appelle des ventes, et il sort un mélange de gaz qui a été analysé en particulier par les gens d'IFREMER. Et ici, vous voyez la signature. Donc vous voyez ce qui sort là.
Et bon, là, on a quelque chose qui s'appelle Lost City, qui est une des fractures perpendiculaires à la grande ride médio-océanique, où on a jusqu'à 70% d'hydrogène dans le gaz qui sort là. Et ça, c'est Rainbow, c'est directement sur la ride médio-océanique. Et vous savez ici les pourcentages. Quand on regarde la quantité de gaz qui sort à ces niveaux-là, on obtient des choses sur juste une source comme ça, donc quelques centimètres, des millions de mètres cubes par an. Et bon, voilà, je vous montrerai après les chiffres quand on cumule ça sur toutes les rides, ce que ça veut dire. Donc il y a pas mal de choses qui, depuis 10 ans, sont publiées là-dessus. Et encore une fois, en fait, l'industrie ne s'était pas approprié le sujet, parce que, bon, évidemment, aller chercher à 4 km de fond au milieu de l'Atlantique, c'est pas très motivant d'un point de vue économique. Après, vous avez la position de Rainbow, là, qui était sur la liste d'avant, et de Lost City, qui est une perpendiculaire, là. D'où vient l'hydrogène? En fait, l'hydrogène, il est formé en réaction, c'est une réaction d'oxydation qui va le créer. Le manteau, donc la roche mantélique au niveau des rides médio-océaniques, pour ceux qui ne sont pas géoscientistes, le manteau chaud, il arrive en surface et il va s'étaler progressivement, et c'est comme ça qu'on va ouvrir les océans. Cette roche qui arrive de là, elle n'a jamais vu d'oxygène, et elle contient des éléments qui sont non oxydés, en particulier du fer ou du manganèse, qui sont sous forme ferreuse. En contact avec l'oxygène, ils vont passer en forme ferrique en libérant de l'hydrogène. Donc l'hydrogène, au bout du compte, il vient de l'eau, mais il est libéré, la séparation hydrogène-oxygène de l'eau se fait grâce à la présence du fer ou du manganèse ou d'autres. Donc c'est ce qu'on appelle une réaction d'oxydation. Et bon, ça se passe sur toutes les rides médio-océaniques. Alors ensuite, selon qu'il y a ou non d'autres éléments, ça va rester sous forme hydrogène ou ça va immédiatement former du méthane abiotique. Si on va être encore plus compliqué, la réaction globale, c'est ça, et on appelle ça la serpentinisation des roches. Au niveau des rides médio-océaniques, ça se fait à haute température, et on a des choses qu'on commence à observer. Donc on sait que ça se fait très rapidement à haute température et qu'on a un grand flux d'hydrogène. Donc maintenant, une des questions qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on peut le faire à plus basse température et avec une vitesse qui reste à déterminer. Et on sait que, donc là c'est caché, mais il y a écrit pH supérieur à 10. Et donc quand la température est plus faible, on sait que cette réaction peut avoir lieu à condition que le pH soit très élevé. Et c'est ça qu'on observe actuellement en Oman et en Nouvelle-Calédonie. Donc les chiffres qui ont été publiés, donc ça c'est Bruno Goffet qui, au moment où il était à l'INSU, a essayé de pousser dans cette direction, c'est qu'il sort en gros entre 4000 et 10 000 tonnes de H2 par an au niveau de 1 km, là, on ne voit pas mais c'est marqué 1 km de ride médio-océanique. C'est-à-dire que si on prend l'ensemble de la ride atlantique ou de la ride Pacifique, il y a largement de quoi remplir toutes les mirailles de la planète, et même d'autres, et les bus de peau. Et donc après la ride médio-océanique, il y a des endroits où elle affleure, elle affleure en Islande. Donc à un moment en Islande, il y a eu des bus à hydrogène, c'était une station Shell, et puis ensuite l'hydrogène est venu au début naturel, ensuite il est venu de l'électrolyse. Et puis maintenant, il n'y a plus de bus à hydrogène, je crois, à Reykjavik. Et j'ai entendu dire qu'ils pensaient à en remettre. Donc il y a d'autres endroits où on peut aller chercher cet hydrogène-là, donc qui vient cette réaction de serpentinisation. Mais ensuite, d'un point de vue économique, c'est mieux d'être à terre. Ça coûte beaucoup moins cher de faire des forages à terre et de travailler à terre. Donc là, on a vu ce cas de la Turquie, de Chimère. Donc dans le gaz émis, il y a beaucoup de méthane, là j'ai mis en rouge, un peu d'hydrogène et puis de l'azote. En fait, il y a souvent de l'azote avec l'hydrogène. Alors j'espère que ceux qui travaillent sur les bactéries là nous expliqueront un jour pourquoi, parce que pour l'instant, on a du mal à comprendre ce que vient faire cet azote là-dedans. Une bonne nouvelle, c'est que des fois, il y a de l'hélium aussi, et l'hélium vaut très très cher.
Donc, d'un point de vue de l'économie du système, c'est intéressant. À terre, je vous disais que la réaction de serpentinisation, elle peut se produire à terre. Dans donc, des choses avec très fort pH et températures plus basses que dans les rides médio-océaniques. Ici, vous avez un exemple dans les Alpes. Là, vous voyez du blanc. Vous pouvez croire que c'est de l'eau, mais en fait, ce n'est pas de l'eau. Ici, vous avez la même chose en Oman. Et là, ce que vous voyez, c'est une roche blanche qui est en train de se former, qui sont des carbonates. Et donc, ce qu'on observe là, c'est une captation du CO2 atmosphérique par les gaz qui sortent et qui immédiatement produisent ces carbonates. Donc, par exemple, si certains d'entre vous sont allés en Turquie, à Pamukkale, c'est un peu le même processus où vous avez toutes ces piscines à Pamukkale. À Pamukkale, c'est du CO2 qui sort le long de la faille et qui immédiatement précipite. Et là, vous avez la même chose. Donc, c'est un exemple de CO2 capture et storage en naturel qui se forme. Bon, là, vous avez des vues grossissantes de à quoi ressemble ce carbonate de l'intérieur. Donc, ça veut dire aussi que bon, l'idée d'utiliser l'hydrogène pour fixer le CO2 atmosphérique, c'est pas loufoque. La nature fait ça toute seule quand elle a le bon pH. Et puis, on a exactement les mêmes réactions qui se produisent en Nouvelle-Calédonie. Ici, bon, la Nouvelle-Calédonie, d'un point de vue géologique, ça a beaucoup de choses à voir avec l'Oman. C'est une ancienne croûte océanique qui est passée au-dessus du continent. Et donc, cette réaction continue à se produire dans ce qu'on appelle les aiguilles de Prony. Ici, vous avez des bulles d'hydrogène et ces concrétions qui se forment. Vous voyez, ça ressemble beaucoup à ce que vous avez vu sur les images précédentes au milieu de l'Atlantique. Un autre exemple de vue en Nouvelle-Calédonie, où vous avez là de l'hydrogène qui bulle. On est ici tout à fait au sud de la Nouvelle-Calédonie. Et là, on est un peu plus par ici. Et vous voyez ce carbonate qui est en train de se former alors qu'on est dans le massif du sud. C'est là qu'il y a toutes les grandes mines de nickel. La grande mine de nickel de Vallée est là. C'est un endroit où il n'y a aucune raison d'avoir des carbonates, sauf que l'hydrogène sort, capte le CO2 de l'air et précipite immédiatement en carbonate. Donc un potentiel et en Oman et en Nouvelle-Calédonie. Ensuite, il y a un autre endroit où on observe ces émanations d'hydrogène qui sont dans les bassins sédimentaires. Donc là, un contexte où on n'a pas du tout de roches mantéliques qui sont en surface. Et ça, vous voyez ces dépressions qu'on appelle des rondes sorcières entre nous. Et il y a une dizaine d'années, des Russes sont venus à l'IFP et ont commencé à nous parler de ça. On s'est dit qu'il y avait de l'hydrogène qui sortait du sol. On a été un peu dubitatifs. Et les collègues, donc Éric Deville et Alain Prinzhofer, sont allés en Russie avec d'autres capteurs. Parce que vous savez, les Russes, ils ont leurs propres capteurs, leurs propres méthodes et tout ça. Donc après, on peut toujours douter. Donc on y est allé et voilà, avec les capteurs qu'ont emmenés les collègues, ils sont tombés exactement sur les mêmes valeurs que montraient les Russes, qui sort de l'hydrogène, de ces structures rondes, et on a un abaissement du terrain à ce niveau-là. Au niveau des valeurs des émanations, donc là c'est en ppm, donc pour million, et on voit que ça monte à 2000 ppm. Donc ce n'est pas des valeurs énormes, mais ce qu'on mesure là, c'est la dilution avec l'air de surface de ce qui vient de la profondeur. Donc c'est très très encourageant pour la quantité d'hydrogène qui sort dans ces endroits-là. Et quand on s'amuse à faire le tour de toutes ces rondes sorcières, on voit que bon, elles s'orientent peut-être sur des failles, mais en tout cas qu'elles sont très nombreuses. Et une fois que vous avez ça dans l'œil, vous pouvez vous amuser sous Google Earth, vous pouvez y aller ce soir, il y en a partout sur la Terre, des choses comme ça. Enfin, pas dans le bassin de Paris, mais si vous regardez au-dessus des Diocratons, il y en a quand même pas mal. Alors un autre point qui a intéressé les chercheurs qui y sont allés, c'est qu'on peut aller un jour et puis on mesure, donc avec son capteur d'hydrogène, ici, 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 et puis on obtient
ces profils qui sont pas du tout réguliers et puis pas du tout avec une cloche gentille avec le milieu qui donnerait plus que le côté. Et puis on peut revenir un an après et puis là on va trouver la courbe rouge. Donc il y a toujours de l'hydrogène mais pas exactement au même endroit et pas de la même façon. Et puis ici là vous voyez au même moment plusieurs transversales. Donc quelque chose où il sort toujours quelque chose quand on retourne à intervalles réguliers, mais c'est jamais exactement les mêmes valeurs. Bon, c'est pas plus surprenant de ça, hein, si vous allez sur un geyser ou tout ça, les choses qui sortent de terre, c'est rarement un flux continu à l'échelle humaine. Alors l'origine possible de cet hydrogène en milieu continental, donc c'est toujours l'oxydation. Est-ce qu'on a une roche sur laquelle, en mettant de l'eau, on va oxyder et libérer l'hydrogène? Est-ce que c'est une activité bactérienne? Avec l'ambiguïté que les bactéries qui produisent de l'hydrogène, en général, elles ont besoin d'énergie, donc elles restent en surface et elles ont besoin de soleil. Et dans le sous-sol, on n'est pas très sûr qu'il y en a qui produisent de l'hydrogène, on est sûr qu'il y en a qui mangent l'hydrogène. Et puis une électrolyse spontanée, s'il y a une source radioactive, donc ça a toujours été avancé, et le dégazage du manteau. Donc ça, c'est la version russe. Hein. En Russie, tout est le manteau qui dégaze, même le méthane, de toute façon. Donc c'est la théorie de Gott. Mais voilà. Ce qui est intéressant, c'est que l'isotopie de l'hydrogène à la sortie, la présence d'hélium ou non, peut donner des indications là-dessus. Alors tout ça c'est ce qu'on savait il y a 3-4 ans. Qu'est-ce qui a amené le cas du Mali? Donc le Mali, ce qui est impressionnant au Mali, c'est que c'est de l'hydrogène pur qui sort. Il est à 92%, 96% de l'hydrogène. C'est pour ça qu'on le brûle directement pour faire de l'électricité. Et puis donc il y a ce premier puits qu'on a trouvé, qui produit maintenant depuis 4-5 ans, sans aucune baisse de pression et sans aucune baisse de production. Ce qui quand même suggère très fortement qu'il y a une production continuelle d'hydrogène. Donc ça veut dire que cette réaction, elle est en continu, elle se fait en continu. Le puits de découverte, il est très peu profond, c'est un puits à 100 mètres, 110 mètres très exactement. Et donc c'est pas qu'on a trouvé le lac à 110 mètres de profondeur. Donc c'est une toute petite structure, mais qui se remplit continuellement. Et puis des gens y sont allés et ont essayé de voir. Donc ils ont Petroma a foré plein d'autres puits autour. Et ce qu'ils ont vu, c'est que, en fait, dans tous les puits, il y a de l'hydrogène. C'est une échelle log-log, là. Et maintenant, ce qu'ils doivent faire, c'est faire des tests de longue durée pour savoir si la production d'hydrogène sur un puits, elle va durer 1 semaine, elle va durer 1 mois ou elle va durer 3 ans. Parce que c'est pas la peine de faire un pipe si au bout de 6 mois, il n'y a plus d'hydrogène, quoi. Donc il faut comprendre un peu les réserves et le flux. Au niveau de la couverture, je vous disais tout à l'heure, avant, les gens pensaient qu'il n'y avait pas de couverture possible sur les accumulations d'hydrogène. Là, on a la preuve que c'est faux. Si on va avec un capteur au-dessus du puits, il n'y a absolument aucune émanation d'hydrogène. Et le premier puits, il était là sous une roche volcanique qu'on appelle une dolérite, qui ressemble à ça. On ne voit pas trop là. Mais donc, il y a des roches qui sont capables d'arrêter l'hydrogène. Et on le voit là très bien sur les logs des autres puits. Vous voyez l'hydrogène qui est très très faible pendant qu'on traverse la dolérite et qui augmente en dessous. Alors maintenant qu'on sait que ça peut exister, tout le monde se met à regarder où est-ce qu'il peut y en avoir. Donc là, vous voyez des rondes sorcières. Je vous disais on commence à en voir un peu partout sur la planète. Donc vous voyez au Brésil, vous en voyez au Mali, mais à 200 km de l'endroit où ils ont trouvé, où je vous disais il n'y a pas d'émanation. Là, vous avez la Caroline aux États-Unis. Et puis ça, c'est aussi quelque chose au Brésil. Au Brésil, là-haut, c'est un endroit dans le bassin du Minas Gerais, sur lequel je vais vous donner un peu plus de détails. Et vous voyez cette grande trace blanche qui est sur plus d'une trentaine de kilomètres et sur lequel la végétation est affectée par des émanations d'hydrogène un peu partout. Bon, là, l'image est à grande échelle, mais vous voyez des petits points un peu partout et c'est tous des émanations d'hydrogène. Ce qui est assez amusant aussi, c'est que quand on arrive à remonter dans le temps, à cause des données de satellites qu'on a maintenant, on peut voir apparaître ces rondes sorcières. Donc là, vous voyez
au niveau de... Alors, à gauche, c'est la Russie, et à droite, on est au Canada. Vous voyez, sur l'image de 2002, il n'y a rien du tout. Sur l'image de 2004, le rond de sorcière est apparu. Et ensuite, ben voilà, la végétation n'a pas repoussé. Et là, vous voyez l'apparition d'un rond de sorcière au niveau du Canada. Bon, quand j'étais encore NG, on a lancé un autre projet de recherche avec l'ESA, donc l'European Space Agency, pour essayer de repérer en automatique toutes les apparitions de ces ronds de sorcières dans différents endroits où il y a une végétation qui marque l'apparition. Après, il est évident qu'on ne comprend pas très bien pourquoi l'hydrogène devrait tuer les plantes, vu que ça devrait être plutôt un fertilisant. Donc là, c'est pareil, il y a beaucoup de travaux à faire et toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour travailler sur la question. Au niveau de... Bon, là, vous voyez des images LIDAR et des images Google Earth normales, où on voit aussi que ces ronds de sorcières, ils sont pas toujours ronds, ils peuvent être obliques. Bon, les gens qui travaillent sur la circulation des fluides et sur pourquoi ça subside ont le sentiment de voir le tenseur des contraintes, en fait, qu'on voit le min et le max sur les deux tenseurs des contraintes horizontales quand on voit ces ellipses. Il y a encore du travail à faire. Alors sur le Brésil, ici vous voyez un de ces ronds de sorcières au Brésil. Donc c'est un projet de recherche qu'on a mené avec Engie et puis donc un petit centre, bon, je ne sais pas comment dire, enfin bon, avec une petite compagnie qui a créé Alain Prinzhofer qui vit au Brésil et où on a repéré, c'est un des ronds de sorcières qui était sur la grande trace blanche que je vous ai montré tout à l'heure, et on a mis des capteurs sur cette structure. Le Brésil, donc on est dans le Minas Gerais, qui est un très très vieux craton, donc on parle en milliards d'années là, et qui était avant attenant plus ou moins avant l'ouverture de l'Atlantique aux endroits où il sort de l'hydrogène aussi en Afrique. Et on était déjà allé avec donc le GA5000, c'est le capteur qu'on trouve dans le commerce. On avait trouvé des choses assez encourageantes. Ici, vous avez une section géologique à travers ce bassin. C'est juste pour vous dire que c'est l'endroit, le Minas Gerais, c'est l'endroit de toutes les mines au Brésil, et en particulier dans cette couche qui est un peu bleu foncé. On est dans ce qu'on appelle le BIF, ça veut dire Bonded Iron Formation. C'est là où il y a à peu près toutes les mines de fer de cette partie-là du Brésil. Ça s'appelle le quadrilatère de fer. Donc des roches qui sont là, qui peuvent potentiellement se faire oxyder. On en a les preuves et bon, voilà, c'est un des axes de recherche qu'on va continuer à creuser, voir vraiment quelle est la source de l'hydrogène. Mais en tout cas, sur le fait qu'il y a des émanations d'hydrogène. Donc on a le centre de recherche d'Engie du CRIGEN a développé des capteurs permanents. Là, vous voyez la petite boîte. Donc c'est un capteur d'hydrogène qu'on met dans le sol et toutes les heures, enfin c'est programmable, toutes les heures, il va aspirer l'air qui est dans le sol et regarder la concentration d'hydrogène qu'il y a dedans. Donc et ensuite, il envoie le signal à l'antenne, et l'antenne l'envoie au satellite, et le satellite l'envoie sur mon téléphone. Et le téléphone aussi d'autres gens qui réfléchissent aux résultats. Et voilà. Et donc, on a programmé pour faire des mesures toutes les heures. Et nos premiers résultats nous ont énormément surpris, puisque c'est ça que ça a donné les premiers jours. Et voilà, on ne s'y attendait pas. Donc, l'hydrogène sort à midi. Vous avez tous les jours à midi, les capteurs se mettent à cracher de l'hydrogène. Bon, heureusement, pas que, parce que sinon on se serait dit, bon, on s'est planté, l'hydrogène, il mesure la température et puis il ne mesure pas l'hydrogène, quoi. Il y a un problème. Bon, vous voyez qu'il y a quand même d'autres petits pics, et puis il y a aussi des capteurs qui, eux, ne sortent pas à midi. Donc là, par exemple, le capteur 9, il donne beaucoup plus d'hydrogène que les autres, ça monte jusqu'à 1000 ppm, et lui, il crache la nuit. Là, vous avez la radiation solaire. Le jaune, c'est le jour. Le blanc, c'est la nuit. Et vous savez, ce capteur,
qui a aussi. Mais par contre, il a toujours un cycle. Et il a toujours, si on déconvolue le signal, on a toujours ce cycle de 24 heures qui ressort et qu'on n'a toujours pas compris non plus. Ici, vous voyez que progressivement, donc ça, c'est le cumulé sur les premières semaines d'enregistrement. Alors, les chiffres qu'on a pu sortir sur cette structure, qui est quand même pas très grande, elle fait à peu près 500 mètres de rayon, on émet à peu près 5000 mètres cubes par jour à pression atmosphérique, ce qui fait 630 kilos. Donc c'est quand même gros, hein, 630 kilos comme ça pour une petite structure. Et puis, en plus, évidemment, dans ce sol, il y a des bactéries. Donc on a étudié les bactéries du sol pour voir si elles amplifiaient le signal ou si elles diminuaient le signal. Et en comparaison, les Russes, ils avaient sorti 10 000 mètres cubes par jour sur leur structure en Russie. Et Zvonik, qui était un thésard de l'IFP, ukrainien, mais qui a travaillé aux États-Unis, il avait ça, et lui, il avait traduit ça en kilomètres carrés. Et sur le puits du Mali, c'est 1300 mètres cubes jour à 4 bars. Donc, bon. Donc on est tous à peu près dans les mêmes ordres de grandeur, de quantités absolument non négligeables qui sortent. Sur ce fameux cycle de 24 heures, bon, on est quand même un peu surpris de ce résultat, évidemment. Et on a regardé ce qu'avaient trouvé les autres. Donc en fait, il y a des enregistrements qui, là, sont dans des mines russes. Les gens regardaient l'hydrogène pour une question de sécurité dans les mines, pour ne pas avoir d'explosion. Et c'est des capteurs qui sont au fond des mines, donc à des endroits où il n'y a pas d'irradiation solaire et où il n'y a pas de variation de température. Et là, vous voyez l'enregistrement sur plusieurs mois. Donc vous voyez aussi qu'il y a différentes fréquences, et quand on déconvolue le signal, il y a clairement le signal 24 heures qui sort aussi. Donc on ne sait toujours pas pourquoi, mais il se passe quelque chose dans soit la pression, des choses de valves, comme on proposait sur les tremblements de terre. Enfin, il reste des choses à comprendre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un flux continu d'hydrogène dans ces régions-là. Après, j'ai une slide. Bon, enfin, on a pris ce sol de Brésil, on l'a emmené en laboratoire avec des collègues à Grenoble, et on a laissé l'hydrogène buller à travers, et on a vu que les bactéries mangeaient cet hydrogène à une très grande vitesse. Donc on a déterminé la cinétique de consommation de l'hydrogène par des bactéries, et donc on peut corriger le signal. Après, au niveau des acquisitions, on a eu des problèmes, parce qu'ensuite il y a eu une grosse crise avec beaucoup d'hydrogène, et la plupart des capteurs ne sont pas capables de se remettre à zéro une fois qu'ils ont pris un gros flux d'hydrogène. Donc on a dû changer les capteurs, et puis voilà. Enfin, bon, c'est les étapes normales de la recherche. Mais enfin, notre conclusion, c'était quand même très clairement que ce cycle externe de l'hydrogène, tel qu'il était présenté habituellement avec la Terre qui est un puits d'hydrogène, c'est certainement à revoir. Un autre point de recherche qui est important, c'est se demander comment l'hydrogène il bouge dans le sous-sol. Les gens étaient tous persuadés que l'hydrogène n'étant pas soluble dans l'eau, tout ce qui était aquifère était une barrière à l'hydrogène. Alors ça, c'est un travail qui a été fait avec l'IFP, où on a repris toutes les données qui existent dans la littérature de solubilité de l'hydrogène dans l'eau, et puis aussi dans l'eau salée, et on a essayé de mettre au point une équation d'état qui passait par tous ces points. Et voilà, donc ce qu'on voit, c'est que l'hydrogène, en effet, a un minimum, donc ça c'est la constante d'Ori, en gros vous pouvez considérer que c'est le contraire de la solubilité. Donc autour de 55 degrés, on a un minimum, mais ensuite, en fait, ça augmente la solubilité de l'hydrogène. Et quand on rajoute la pression à cette affaire-là, on obtient des choses comme ça. Donc là, ce que vous avez en haut, c'est l'influence du sel. Donc plus vous avez de sel, moins vous allez pouvoir mettre de l'hydrogène dans de l'eau. Mais là, vous voyez l'augmentation en fonction de la profondeur. C'est un gradient normal de température et de pression dans le sous-sol. Et vous voyez que dès que la pression augmente, parce que la
profondeur augmente, la solubilité augmente énormément. Et là, c'est une comparaison entre la solubilité du méthane, qui est ici, et la solubilité de l'hydrogène. Et ce qu'on voit, c'est que à peu près à passer 1300 mètres, l'hydrogène devient beaucoup plus soluble que le méthane. Et donc ça suggère que l'hydrogène pourrait bouger dans le sous-sol, non pas sous forme gazeuse, mais sous forme dissoute dans l'eau. Et c'est que quand il arrive en surface, qu'il va dégazer et qu'on pourrait avoir un gaz cap et produire cet hydrogène. Et ça prouve aussi que la possibilité d'avoir un gaz cap à grande profondeur, elle est assez faible. Gaz cap, ça veut dire que le gaz est sous forme gazeuse au-dessus du liquide. Et aussi, ça a des implications si on veut stocker l'hydrogène dans un aquifère, comme c'est déjà fait dans certains endroits, parce qu'il y a certains pays qui considèrent l'hydrogène, en particulier les États-Unis, comme une ressource critique, et donc ils font des stockages stratégiques d'hydrogène. Et puis, ça veut dire aussi que dans ces rides médio-océaniques, il n'y a aucune chance de voir une bulle d'hydrogène. À ces températures et ces pressions, surtout, parce que là, on a 4 km d'eau, on peut mettre 40% d'hydrogène dans ce gaz sans le voir, quoi. Il est complètement sous forme dissoute dans la vapeur d'eau et pas sous forme gazeuse. Et inversement, quand vous êtes à Prony, bon, vous voyez, il y a un plongeur, donc on n'est pas profond du tout. Là, vous avez des bulles d'hydrogène. Bon, ça, c'est aux Philippines, mais vous avez des bulles d'hydrogène qui sortent de l'aiguille. Alors bon, je vous disais que tout n'est pas résolu du tout, hein. On a ce problème de l'azote qui est souvent là et qu'on cherche à comprendre et qui est présent dans à peu près tous les cas. Voilà, donc j'arrive à ma conclusion. Donc il y a de l'hydrogène qui est généré tous les jours sur Terre et qui s'échappe actuellement dans beaucoup d'endroits. Maintenant, il faut comprendre où est-ce qu'on peut aller le chercher en profondeur. Et donc un certain nombre de compagnies pétrolières sont en train de regarder leurs données, des choses qu'ils avaient mis à la poubelle parce qu'il n'y avait pas de méthane, il n'y avait pas d'hydrocarbures. En fait, il y avait de l'hydrogène dedans. Et donc c'est à peut-être revoir, pas seulement sur les rides médio-océaniques. A priori, l'origine diagénétique d'oxydation, et ce qui est le plus courant et qu'on observe et sur les rides et à terre. Il reste beaucoup de choses à comprendre sur l'interaction entre l'activité bactérienne et le sol. Sur les sols qu'on a pris, si on a 10 mètres de sol avec les bactéries qu'on a trouvées en surface, quel que soit l'hydrogène qu'on injecte en profondeur, on aura 0 en surface. Donc les bactéries sont vraiment demandeuses d'hydrogène et certainement noient le signal dans le sol. La cinétique de toutes ces réactions reste à comprendre, et puis évidemment les conditions d'accumulation. Donc bon, il y a un certain nombre de gens parmi vous qui pensent en effet qu'il faut faire de la recherche sur ces sujets. Et de toute façon, ces sujets, même si on n'est pas dans l'exploration, ont beaucoup d'importance aussi pour le stockage d'hydrogène en souterrain. Si on prend de l'hydrogène au niveau de l'électrolyse et qu'on veut stocker les surplus d'énergie renouvelable au moment où on n'a rien à faire là-dessus. Voilà ce que je voulais vous raconter. Et bon, on ne comprend pas encore tout, mais on y travaille. Voilà, la salle n'est pas très grande. Vous avez des questions ? À Anglette, est-ce que vous avez des questions ? Allez. Non, mais parce qu'ils ne vont pas entendre, c'est pour ça. Bonjour, bonsoir. Jean-Pierre Bédécaras du LATEP, Laboratoire de thermique énergétique et procédés. Merci pour cette présentation. En fait, j'ai découvert pas mal de choses sur cet hydrogène natif. Moi, je travaille sur les systèmes énergétiques. Donc, moi, je m'intéresse plus à la production de l'hydrogène par les énergies renouvelables, par exemple. Et vous avez dit en préambule qu'il n'y avait pas de problème sur le stockage. Alors que moi, il me semble que c'est assez problématique. Alors après, je comprends mieux votre commentaire quand j'arrive à votre conclusion, où l'idée, en fait, c'est de stocker l'hydrogène dans les grands réservoirs, donc là où on a de gros volumes.
Mais quand même la problématique, si on ne va pas en sous-sol, et qu'on veut stocker ça dans des cuves, c'est quand même le volume qu'il faut, quoi, et la pression à laquelle on doit être. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner plus d'informations sur ce sujet-là? Merci. Ah oui. Pardon. Mon message, c'était surtout que c'est quand même plus simple de stocker un gaz que de l'électricité. Après, c'est clair que pour l'hydrogène, transporter de l'hydrogène sur des grandes distances reste un killing factor économique par rapport à l'hydrogène. Actuellement, tous les grands consommateurs d'hydrogène, ils font l'hydrogène sur place pour éviter de l'avoir à le trimballer. Bon, donc pour ceux qui ne sont pas dans le domaine, le problème, c'est que la température de liquéfaction de l'hydrogène, c'est à peu près 100 degrés de moins que celle du méthane. Alors le méthane, on sait très bien le liquéfier. Une fois liquéfié, il prend en gros 600 fois moins de place que quand il est sous forme gazeuse. Et donc on peut très facilement stocker et transporter du méthane. Enfin, on ne le stocke pas dans le sous-sol, on ne le transporte pas sous forme liquéfiée, hein, mais pour le transport, c'est un vrai plus. La réaction qui permet de liquéfier l'hydrogène, en fait, en plus que c'est une température très basse, c'est une réaction qui produit de la chaleur. Donc on va perdre à peu près la moitié de l'énergie qu'il y a dans l'hydrogène en essayant de le liquéfier et puis de le ressortir. Donc il y a un souci de ce point de vue-là. C'est vrai. Après, donc on peut le garder sous forme comprimée. C'est ce qui est fait dans les voitures. Hein. On est soit à 350 bars, soit à 700 bars, selon ce qui a été choisi. Et on a aussi, pour le transporter sur des grandes distances, les recherches qui sont faites actuellement, c'est de le mélanger. De le mélanger soit avec du méthane, soit avec du CO2. Pour faire du méthane, on est ramené à quelque chose qu'on connaît, soit avec de l'éthanol, etc. Donc il y a deux choses qui vont être prêtes pour les JO de Tokyo. Tokyo, ce seront des JO à l'hydrogène. Il y aura essentiellement de l'hydrogène dans la cité olympique, à la fois dans les maisons avec des fuel cells pour refaire de l'électricité et au niveau de la mobilité hydrogène. Et l'hydrogène viendra en partie d'Australie avec des bateaux. Là, il sera liquéfié. Donc économiquement, c'est pas terrible. Mais voilà, c'est les Jeux Olympiques, on n'est pas là pour gagner de l'argent. Enfin, ils ne sont pas là pour gagner de l'argent. Et puis, il y aura une partie qui viendra de Bornéo sous forme d'un solvant organique. Bon, merci beaucoup, c'était très intéressant. J'ai une question d'un auditeur YouTube en direct. Si les opérateurs se positionnent pour exploiter l'hydrogène naturel, et en particulier Total, Engie, quelles sont les stratégies de ce point de vue-là? On coupe les micros. Hein. Voilà, évidemment, je ne vais pas répondre pour Total. Du côté d'Engie, au niveau de la recherche d'Engie, on avait, évidemment, on a une grande... la recherche d'Engie était organisée avec des laboratoires thématiques. On avait un laboratoire sur l'hydrogène. Et à l'intérieur de ce laboratoire sur l'hydrogène, on avait une ligne hydrogène naturel. La plupart des choses que je vous ai montrées là ont été faites avec des financements Engie. Après, on sait que ce n'est pas pour demain, mais au plus haut niveau d'Engie, les gens savent qu'on travaille là-dessus et il y a tout à fait le feu vert pour travailler là-dessus et trouver des solutions pour l'hydrogène naturel. On pense que ça peut être vraiment un game changer si on arrive à produire de l'hydrogène naturel à un coût compétitif par rapport en particulier à celui qui vient du méthane. Ensuite, au niveau de la recherche française, donc les choses commencent à bouger aussi. Il y a une réunion organisée par le CNRS en octobre sur l'hydrogène natif pour essayer de créer une synergie. Il y a des gens à Grenoble, évidemment. Grenoble, c'est un peu
le centre de l'hydrogène, du fait que le CEA s'est positionné sur les électrolyseurs, les piles à combustible réversibles, haute température depuis très longtemps. Vous avez Air Liquide qui est là-bas aussi. Michelin s'intéresse aussi à la question. La torche plasma, j'ai dit qu'elle était à Sophia Antipolis. Donc il y a beaucoup d'actions autour de l'hydrogène en ce moment. Et sur l'hydrogène natif, je vous dis, il y a eu un essai il y a quelques années qui s'était un peu arrêté. Et là maintenant, le CNRS reprend les actions dessus. Et au niveau globalement de l'hydrogène, toute la communauté s'est organisée, aussi bien au niveau du FCAGU, de l'Europe. Il y a plein de projets qui sont faits. Par exemple, on parlait du stockage de l'hydrogène. Ce qu'on teste aussi à Engie, c'est, alors là, c'est pas de l'hydrogène naturel, mais de mélanger l'hydrogène avec le méthane, et c'est ça qui est distribué dans certains quartiers, en particulier à Dunkerque, et ce qui permet de gérer de façon très soft le problème du stockage, puisqu'on mélange avec l'hydrogène et c'est distribué dans les maisons. Il y a tout un quartier de Dunkerque depuis un an qui est fait avec ça. Je vais en profiter pour placer ma question. Oui. Voilà, s'il y en a pas. Tu parlais tout à l'heure effectivement des conditions de production de cet hydrogène natif. Est-ce que quelque part on risque pas de retomber sur d'autres problèmes liés finalement à l'extraction d'une ressource du sous-sol? Des problèmes d'acceptabilité, enfin aller chercher, j'imagine que aller chercher l'hydrogène natif sur une dorsale ou ailleurs, il va bien y avoir quelqu'un qui va dire « Ouh là là, surtout ne touchez pas, c'est un sanctuaire ». De toute façon, l'acceptabilité de toute extraction du sous-sol, je pense qu'en France, elle devient très très faible. Dans d'autres endroits, c'est pas le cas. Après, il faut voir sur quoi on met la priorité. Si on veut un fuel qui n'émet pas de CO2 quand on s'en sert ou de gaz à effet de serre, l'hydrogène paraît une bonne solution. Après, la différence avec le fossile, on le voit sur les rives médio-océaniques, ça s'apparente plus à de la géothermie, c'est-à-dire que c'est un processus qui est là, on continue. Tout n'est pas encore prouvé sur le fait que, sur les rives médio-océaniques, c'est prouvé en permanence, on crache du manteau qui réagit avec l'eau et qui crèche de l'hydrogène. Donc le côté renouvelable, en tout cas de certains endroits où on produit de l'hydrogène, est acquis. Après, peut-être pas partout, c'est à voir. Tu as montré différents exemples en Russie, aux États-Unis, Amérique du Sud, Afrique. Il y en a un peu sans doute au sud du Portugal. Est-ce que l'hydrogène natif, c'est une ressource future, potentielle, pour l'Europe et la France? Alors, je pense que c'est un peu tôt pour répondre. Pour l'instant, on est vraiment au début de l'histoire. Vous voyez que la carte des endroits où il y a des émanations d'hydrogène grossit. Pour l'instant, les choses qu'on a comprises, c'est soit une croûte océanique qui est soit encore toujours au fond des océans, soit qui s'est retrouvée prise dans des chaînes de montagnes. Donc c'est ça qu'on a en Oman, en Nouvelle-Calédonie, dans les Alpes, soit un très vieux craton qui s'est mis en place en fait à un moment où il n'y avait pas encore trop d'oxygène dans l'atmosphère et qui maintenant se retrouve en contact avec l'eau et l'oxygène et s'oxyde. Donc ça ne fait pas toute la planète. Mais voilà, on en est là. On a peut-être raté des épisodes. C'est vrai que dans le domaine sous drapeau français, moi j'aurais tendance à aller d'abord en Nouvelle-Calédonie avant de... mais bon, c'est... voilà, on est vraiment au début de l'histoire. Ce qui est sûr, c'est que de la même façon qu'entre les émanations de gaz et de pétrole et les accumulations, c'est pas il y a un oici plat, je fort à côté, quoi. C'est un peu plus subtil que ça. Par exemple, au Mali, là où on a trouvé, il n'y a aucune trace en surface. Donc, bon, voilà. Je sais qu'il y en a qui pensent qu'il y en a dans les Pyrénées. Je n'ai pas vu leurs données, donc... D'autres questions?
Isabelle, quelle est la durée de vie d'un rond de sorcière? Alors, ça, c'est dans les questions qu'on se pose et que j'espère l'ESA va nous aider à répondre. De voir est-ce que, justement, est-ce que c'est 10 ans, est-ce que c'est 20 ans? Et puis, bon, les premières données de flux que je vous ai montrées au Brésil montrent aussi que il faut peut-être, on n'a déjà pas beaucoup de données, pas beaucoup de certitudes, mais il y en a peut-être à revoir. C'est-à-dire que peut-être on a dit que le rond de sorcière, il était mort parce qu'on est passé trop tôt, et puis si on était passé un peu plus tard dans l'après-midi ou pendant la nuit, il aurait émis. Donc il va falloir vraiment monitorer avant de décider les ronds de sorcière qui sont morts et qui ne sont pas morts. Et de ce point de vue-là, la repousse de la végétation est peut-être aussi quelque chose d'intéressant. Et alors je ne sais pas avec l'ESA combien d'années dans le temps on va pouvoir remonter selon les endroits. Et cette intermittence, on l'explique, on a des éléments d'explication ou pas? Alors, y a une explication. Non, on n'a pas trop d'explications. Après, si on voit ça comme un peu une valve, donc comme on prend un geyser, il crache, il arrête, il crache, il arrête, il crache, il arrête. C'est la cocotte minute qui... Voilà, qui donc ça, c'est des ouvertures de fractures. Après, là, j'ai l'impression que pour la première fois, on va justement avec ce monitoring à des niveaux, par exemple sur l'oil et gaz, on n'a aucune idée. Quand on fait de la modélisation, on fait des choses intégrées sur l'année, le million d'années, on n'a aucune idée à l'échelle de l'heure, qu'est-ce qui se passe. Peut-être que toutes ces choses-là se passent aussi de cette façon-là, ça bulle, quoi. Et donc voilà, tout reste ouvert. Et en effet, ce cycle de 24 heures, on cherche vraiment à le comprendre, mais il a été aussi observé sur des failles actives comme Sant Andreas aux États-Unis, etc. Parce que sur un cycle de 24 heures, on aurait tendance à dire qu'il y a les UV, ou au moins il y a la lumière quelque part qui doit être impliquée. Heureusement qu'il y a les Russes qui ont fait ça dans une mine et ça ne marche pas. Et ça ne marche pas en plus. Non, mais on aimerait mieux que ce soit lié à la Lune, par exemple, que ce ne soit pas tout à fait 24 heures. Oui, pourquoi pas. Ou alors des bactéries qui dorment à midi, qui laissent passer l'hydrogène à cette heure-là. Qui, elles, ont un cycle de 24 heures. Voilà. Bon, après, il faut voir que ce cycle à midi, quand on regarde les vitesses de diffusion de l'hydrogène, parce que là, c'est un flux quand même essentiellement diffusif, pour traverser 3 mètres de sol, il faut 2 heures. Donc le fait que ça sort à midi, c'est peut-être que ça sort complètement à une autre heure en dessous. Alors, moi, je voyais plus l'aspect cyclique et journalier, qui, a priori, c'est le soleil, la lune, enfin bon, bref. Ouais. Je te ramène les bactéries. Bon, voilà. Ok, d'autres questions? En anglais, pas de questions, toujours pas? Écoutez, s'il n'y a pas, merci beaucoup Isabelle pour cette présentation.